Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi, Georges Brites, qui animerai ce nouvel épisode du podcast L'allumeur de Réverbère. Un épisode qui fait suite au 26e et 27e épisode consacré à l'état de l'école publique en France, dans lesquels nous avions interrogé une enseignante de primaire et une professeure d'histoire en collège, toutes deux exerçant à Montreuil, dans le département de Seine-Saint-Denis. Pour conclure cette série dédiée à l'école et à l'éducation nationale, et nous mettre dans une optique de proposition, nous avons souhaité mettre en lumière un mouvement pédagogique et politique qui milite depuis près d'un siècle pour revoir tous les paradigmes qui ont guidé l'édification de l'école de la République depuis le 19e siècle, notamment les lois Ferry. Ce mouvement, c'est celui de l'éducation nouvelle, qui défend le principe d'une participation active des individus à leur propre formation et à leur apprentissage. L'idée en est de sortir de la simple accumulation de connaissances pour avoir une approche globale de l'éducation qui permette de susciter chez l'individu l'esprit d'exploration et de coopération. Une importance égale y est accordée aux différents domaines éducatifs, intellectuels et artistiques, mais également physiques, manuels et sociaux. L'apprentissage de la vie sociale y est considéré comme essentiel, et l'éducation nouvelle fonde sa philosophie dans la confiance dans les ressources propres à chacune et à chacun. Pour nous éclairer sur l'histoire et les ressorts de ce mouvement, qui revendique une vraie refonte de l'école et de l'éducation nationale, nous avons donné le micro à Pascal Diard, né en 1961, enseignant d'histoire à Saint-Denis, responsable Île-de-France du GFEN, le groupe français Éducation Nouvelle, un mouvement de recherche et de formation en éducation fondé dans les années 1920. Il nous avait reçus chez lui, à Saint-Ouen, le 3 novembre 2023. Il commence par nous présenter ce qu'il entend lui-même par éducation nouvelle, avant de nous expliquer comment ce mouvement a modifié sa propre pratique d'enseignement et vient questionner les postulats du système éducatif actuel. Bonne écoute! Moi, je suis militant d'un mouvement de recherche et de formation en éducation. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement qu'un mouvement pédagogique, on est aussi un mouvement politique, parce que précisément, pour nous, l'éducation nouvelle, c'est aussi une éducation qui vise l'émancipation individuelle, intellectuelle et sociale. Et dans le social, il y a tout le sens politique qu'on donne à nos pratiques et à nos envolées théoriques. Plus que courant pédagogique, l'éducation nouvelle se réfère à toute une tradition, à la fois philosophique et pratique, qui remonte à Pestalozzi, Rousseau, et qui rebondit avec Jacotot. Tout ça, c'est le XVIIIe siècle. Et au XXe, bien sûr, Freinet, Montessori, Ferrière, De Crowley, Makarenko dans la jeune Union soviétique, Korczak en Pologne, et puis nous en France, parmi les fondateurs du groupe français d'éducation nouvelle, du GFEN, il y a Henri Wallon et Paul Langevin. C'est-à-dire, à un moment donné, cette idée d'Henri Wallon qui est la pensée naît de l'action et doit retourner à l'action quelque part. C'est-à-dire cette dialectique entre je réfléchis à ce que je fais et je fais ce que j'ai réfléchi. C'est-à-dire je fais ce que j'ai conçu d'une certaine manière. Le fait qu'il y a une progressivité dans l'évolution de l'être humain, individuel d'abord, qui est apprendre, c'est aussi apprendre à grandir quelque part, pour soi et avec les autres. Pour moi, l'éducation nouvelle, quand je l'ai rencontrée en 1995, au moment où je me posais un certain nombre de questions sur mon métier tel que je le faisais à Saint-Denis, c'était une bouffée d'air pur sur... Ah oui, je peux penser mon métier avant de le faire, je peux aussi le penser après l'avoir fait, et surtout, je vise le tous capable. Donc je vise dans le tous capable l'éducabilité du genre humain, c'est-à-dire que je m'inscris dans un principe d'éducabilité du genre humain. Et éduquer, c'est permettre à l'autre de s'émanciper de celui qui est plus âgé, qui a le plus d'expérience, parce que c'est un fait... quand Rousseau dit « faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent », il dit bien qu'il y a bien un acte pédagogique fort du maître pour que l'élève le dépasse. Et en le dépassant, devient son égal.
Moi qui étais prof 28 ans en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, heureusement que j'avais ce principe chevillé au corps et à l'esprit, si je puis dire. Ça m'a permis de rencontrer les élèves et puis de réfléchir à tout un tas de conneries qu'on dit sur l'éducation. Ce que j'ai trouvé aussi de fondamental dans l'éducation nouvelle telle que je l'ai rencontrée en 95, c'est cette idée que l'histoire des savoirs est constitutive de la construction de ces savoirs. Autrement dit, pour apprendre aux enfants ou pour faire comprendre aux enfants l'invention humaine du zéro, il ne faut pas se contenter de leur dire c'est comme ça et pas autrement. Parce que là, on est dans l'opérationnalité de procédures mathématiques, mais en fait qui sont tout le contraire de ce qu'est la science mathématique, enfin ce qu'est la logique mathématique, qui est une logique qui s'est construite à partir d'un certain nombre de problèmes que se sont posés les êtres humains, qu'ils ont résolus en inventant ce truc formidable qu'est le zéro. Derrière le zéro, il y a le concept de numération positionnelle. Alors à quel moment on fait construire ça aux enfants ? Odette Bassis, qui a été présidente du GFN, elle a fait une démarche sur la numération, où les gamins construisent pour eux-mêmes la numération positionnelle comme concept. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais après ils font plus d'erreurs de calcul. Il y a aussi ça que j'ai trouvé d'intéressant dans l'éducation nouvelle, c'est l'idée que derrière les résultats, chercher les processus à l'œuvre. Et du coup, pour moi, il y a des concepts fondamentaux dans l'éducation nouvelle qui sont appropriation, conscientisation, modélisation, sans faire de ce qu'on modélise des modèles figés, mais se mettre en mouvement de pensée pour tirer des différents exemples ou des différentes pratiques qu'on rencontre, des éléments théoriques, des éléments de loi tendancielle, comme disait Marx. Moi j'aime bien ce concept parce que dans loi tendancielle, il y en a peu qui entendent le mot tendanciel. Ces lois peuvent se transformer en leur contraire, la biologie pour ça, enfin la théorie darwinienne l'a bien montré, et ainsi de suite. Enfin bon. Pour creuser le concept d'appropriation des processus, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la notion de temps, tu vois, de respecter le rythme des différents élèves ? Je ne sais pas si je parlerais de respect du rythme, parce que tu disais tout à l'heure, l'apprentissage, c'est d'une certaine manière partir des besoins de l'élève. Nous, au GFN, on est un peu critique de cette notion de besoin de l'élève. Il faut, d'une certaine manière, créer le besoin d'apprendre. J'ai envie de dire le besoin vital d'apprendre. Pour en particulier les enfants des classes populaires, c'est leur donner les armes du savoir pour qu'ils puissent prendre pouvoir. Pouvoir sur leur monde, pouvoir d'agir sur les rapports sociaux qu'ils vont connaître, qui vont être des rapports sociaux de dominant à dominé, des rapports sociaux d'exploitation, etc., etc. Les amener à conscientiser les pouvoirs qu'ils ont déjà, parce qu'ils sont enfants des classes populaires. Comme disait Jacques Ralite, le maire d'Aubervilliers, lors d'une université d'été du GFN, les enfants de pauvres ne sont pas de pauvres enfants. Donc inverser, alors non pas faire des dominés de nouveaux dominants, mais on ne peut pas construire la liberté de penser sans l'égalité sociale. Et donc, tant qu'il y aura des prisons, il n'y aura pas de liberté. De liberté, j'ai envie de dire, collective, il y aura des fragments de liberté pour tel ou tel individu qui croira. Mais moi, je disais souvent à mes élèves, regardez Sarkozy, lui, quand il vient en banlieue, il a des gardes du corps. Moi, j'ai pas de garde du corps. À la limite, je suis plus libre que lui, alors que lui, on le présente comme étant le président de la République, patati patata. Mais moi, j'ai pas besoin de garde du corps en banlieue. À partir du moment où je vous respecte, je sais que je suis en sûreté. On a fait un projet une fois avec Dominique Baudrillard, comme un prof de techno, au collège Henri Barbus à Saint-Denis, qui était un projet qu'on avait appelé « Devenir citoyen dans le savoir, devenir archéologue en Jordanie ». C'était un projet qu'on menait à 3. Le troisième, Alain de Rumeau, était chercheur en archéologie et en particulier dirigeait avec d'autres un site archéologique pas loin de Amman. On est parti, la première chose qu'on a demandé au principal du collège, qui malheureusement est parti après, mais qui avant de partir nous a dit « Ok, ce projet super ». Il nous filait une 6e, comme les autres. On voulait pas une 6e de niveau, c'est-à-dire qu'on voulait pas prévenir les parents, qu'il n'y ait pas de stratégie de ségrégation positive pour aller vite. Mais en gros, on lui a demandé une 6e comme les autres, et sans redoublement jusqu'à la 4e, pour faire un projet où en gros, tous les jeudis après-midi, les gamins avaient ensemble le prof d'histoire et le prof de techno, autour de ce projet-là. Pourquoi je parle de ce projet-là ? Parce que je me souviens de Juliette, la fille de la présidente de la FCPE. On avait quand même demandé qu'ils nous mettent la fille de la présidente de la FCPE, qui est devenue une amie après, parce que... Mais au départ, ça a été comment ça, on n'était pas prévenu du projet, etc. Je dis non, c'est un projet de prof, puis on ne sait pas comment on va y aller. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on va y aller. Et en particulier avec vos enfants. Mais vos enfants ne vont pas être des cobayes. Vos enfants vont construire avec nous ce qu'est un projet éducatif à l'école. C'est-à-dire autour de la question de qu'est-ce qui se passe à l'école qui ne se passe pas forcément dans les familles, qui ne se passe pas forcément dans le quartier. C'est précisément prendre à bras le corps la question du rapport au savoir et à savoir. C'est-à-dire du rapport à l'aventure humaine des savoirs, à l'anthropologie des savoirs que l'histoire nous présente. L'invention du zéro, qu'est-ce qu'un événement en histoire, la théorie de l'évolution de Darwin, enfin bon,
Et Juliette, elle nous l'a dit après, 2 ans et demi à nous faire confiance. La question du rythme, pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans « j'apprends vite » ou « j'apprends moins vite ». Elle est dans ce rapport de confiance qui est à la fois un rapport de confiance à l'autre qui est de toute façon, je ne l'ai pas choisi, il est obligé, il est là, c'est le prof, sauf que cette obligation, c'est ça qui va précisément nous rendre libres de construire une rencontre pas prévue au départ, et puis la confiance en soi. Parce que quand les élèves arrivent en 6e, ils ont déjà eu 5 années d'école élémentaire. Ils ont des a priori sur ce qu'ils savent faire ou voilà. ce qu'ils peuvent pas faire. Et ils se sont construits des résistances ou des carapaces, y compris à la parole du maître, quel qu'il soit. Moi, c'est la première chose que j'essaie de repérer, parce que j'adore, moi, ces résistances-là, parce qu'à partir du moment où il y a des résistances, on n'est pas dans l'indifférence, on est donc dans le début d'une rencontre qui est forcément une rencontre conflictuelle, parce qu'il faut transformer l'obligation en liberté, c'est-à-dire qu'il faut transformer la contrainte en libération. Et ça se fait avec des moments de conflit qui sont précisément des moments de non-violence. Transformer la violence en conflit socio-cognitif, c'est-à-dire dans le conflit socio-cognitif, il y a les deux choses. Il y a le social, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les élèves ne savent pas que je suis issu d'un milieu ouvrier, que j'étais pas destiné à devenir prof d'histoire, j'ai pas la vocation d'être prof d'histoire. J'ai tout simplement, pour moi, réalisé à la fois un rêve familial et un rêve individuel, qui est qu'on parle beaucoup d'histoire dans la famille. Enfin, l'histoire, en particulier du mouvement ouvrier, ça avait du sens. Or, il se trouvait que dans l'école que j'ai connue moi en tant qu'élève, l'histoire du mouvement ouvrier, elle était niée. La Commune de Paris n'était pas enseignée, enfin, etc., etc. Et donc, on est parti, je ne sais plus sur quel type de démarche à ce moment-là, Et donc Juliette, quand elle nous dit « j'ai mis 2 ans et demi à vous faire confiance », c'est aussi la parole d'Anan, la gamine que j'appelais dans ce projet-là « enfant phare », qui nous dit dès le début de ce projet-là, Dominique et moi, en gros, je ne sais pas écrire. Alors nous, on la croit pas, parce qu'on voit qu'elle écrit, et donc on creuse un petit peu, on avait le temps du coup. On s'était donné le temps. La question du rythme, c'est comment on se donne le temps de s'apprendre à comprendre le monde. Elle nous dit à un moment donné, elle dit de toute façon, moi, mon père, il m'a dit fais tes années collège, et après, viens nous aider au magasin. Autrement dit, elle arrivait en 6e avec un projet de famille qui n'était pas un projet d'école, qui était un projet de, comme je dis parfois, c'est à la fois un peu humoristique et en même temps tragique, il y a des enfants qui attendent le bus pendant 4 ans au collège. Parce qu'on n'a pas pris le temps, nous, enseignants, je pense que la question des rythmes, c'est d'abord une question de qu'est-ce que les enseignants vont faire de ce temps de rencontre, qui est à la fois interindividuel et social, avec des jeunes qui sont là par obligation, mais obligation d'apprendre. C'est un truc de ouf. C'est ce qui spécifie l'humain de tous les autres animaux, même si l'humain est un animal lui aussi, de s'être obligé d'apprendre, de comprendre le monde. Quand ils arrivent, ils sont obligés, mais comment tu fais pour qu'il s'oblige lui-même, en toute liberté, à s'apprendre? Là, la question de la confiance en soi passe par la question de la confiance en l'autre, mais c'est pas évident, ça met du temps à se construire, ça. Bon, moi, je dis souvent, la confiance, je la donne au départ, et le paradoxe de la confiance, c'est que à peine est-elle donnée qu'elle commence à exister, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'elle se construit. Une fois que tu l'as donnée, il faut la construire. Et c'est vraiment la confiance en ses potentialités de comprendre, et s'appuyer sur ses potentialités de comprendre pour qu'elles deviennent des possibilités réelles. Des possibilités pas seulement réelles, mais des possibilités réalisées. Sachant que dans toute possibilité réalisée de s'apprendre à comprendre, il y a des choses qu'on a laissées de côté à un moment donné, il y a des choses qu'on a abandonnées en cours de route, et qu'on n'aurait peut-être pas dû, ou si on les avait pas abandonnées, on aurait construit autre chose. Enfin bon, c'est toute la dialectique de derrière le travail réel, qui n'est pas que le travail prescrit, il y a des possibilités abandonnées, mais il y a aussi des possibilités réalisées. Et du coup, quand ça n'allait pas avec les élèves, comme disait Henri Bassis, qu'est-ce que je change à mes pratiques? Et non pas, est-ce que je change l'élève? Quand on parle pédagogie, on parle justement de processus d'appropriation, de conscientisation. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur les méthodes actives? C'est-à-dire, d'abord il y a le mot méthode qui me chagrine un petit peu, dans la mesure où, à la fin, ce qui me semble important, quand on a construit un moment d'apprentissage avec les élèves, ou avec les adultes, c'est de leur demander comment ils ont fait pour apprendre. Et du coup, leur demandant comment ils ont fait pour apprendre, les amener à conscientiser la méthode qu'ils ont construite, sans le savoir, au moment de cet apprentissage, mais qui devient une méthode parce qu'elle est conscientisée. Et pour moi, la question de la méthode, elle vient en fin de démarche de pensée, en fin de mouvement, si je puis dire, de pensée. Pour moi, alors du côté des enseignants, pour moi, la seule méthode active, c'est tout faire pour mettre en activité intellectuelle l'élève. Derrière le mot active, nous, ce qu'on a un petit peu construit à partir des travaux de Vygotsky puis de Leontiev, c'est-à-dire des psychologues soviétiques des années 30 et suivantes, c'est cette idée que l'activité d'apprentissage est une activité à la fois intellectuelle, concevoir le geste avant de le faire. L'intelligence est d'abord pratique.
L'enfant qui s'apprend à marcher, qui s'apprend à parler, c'est d'abord une intelligence pratique, une intelligence y compris pratique. Pour moi, la pratique, c'est pas seulement faire, c'est aussi entendre, concevoir, recevoir, interpréter. Enfin, c'est plein de choses. Quand les enfants que certains reprennent, quand ils disent, quand ils font des futurs qui sont des erreurs de syntaxe, mais en fait, tu t'aperçois qu'en fait, ils se sont construits déjà une première règle du futur en écoutant les autres. Alors, il se trouve que les vers du premier groupe ou du troisième groupe, enfin, c'est pas la même chose, mais eux, ils s'essayent en fonction de ce qu'ils ont entendu. Mais entendu, ça veut dire interpréter. Et on dit pas assez aux parents des familles populaires que c'est les premiers éducateurs, au sens fort du terme, c'est-à-dire les premiers qui forment leurs enfants à une compréhension du monde, c'est d'abord les parents. En gros, pour moi, la méthode active, moi, je remplacerais l'expression... Alors, j'entends bien que ceux qui disent ça sont ceux qui disent il faut que les élèves fassent pour que je comprenne comment ils apprennent. Et c'est effectivement tout un tas de scénarios pédagogiques, de dispositifs. J'aime pas trop le mot dispositif, mais il est beaucoup utilisé, y compris par les copains et copines du GFN. Mais en gros, ce que nous, on invente pour comprendre comment les élèves apprennent, c'est là que, j'ai envie de dire, c'est là qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler des méthodes actives. Mais ça veut donc dire que... toi, tu utilisais le mot mettre en activité intellectuelle. Oui, mais pour ça, il faut que l'enseignant se le mette aussi en activité intellectuelle. Oui, qu'il ne soit pas juste un relais dans le déversement d'informations. C'est ça. Et parce que pour moi, je le voyais plus comme faire de l'élève un acteur et pas juste un réceptacle d'informations. Alors moi, je vais plus loin qu'acteur. C'est faire de l'élève l'auteur de son propre apprentissage. C'est-à-dire qu'il s'autorise, au sens fort du terme, qu'il devienne auteur de ses propres apprentissages. Alors, exemple, passer de l'idée de devoir à la maison à travail personnel. Comment on fait pour que l'élève qui a des devoirs à faire à la maison sur le mode de l'injonction, mais pas seulement sur le mode de l'injonction, pour que l'enseignant vérifie si ce qu'ils pensent qu'ils ont compris soit vraiment compris en lui demandant de faire un exercice d'application, à condition que l'enseignant crée les conditions pour que l'élève puisse passer de l'idée de devoir à la maison à travail personnel. Je suis en train de faire quelque chose auquel vous allez pouvoir jouer si vous le souhaitez. C'est-à-dire que je suis en train de construire autour du mot futur le pôle idéal du mot et le pôle matériel. Chaque mot, en fait, est plus ou moins riche en association d'idées avec d'autres mots. C'est ce qu'on appelle le pôle idéal. Et en association de sons avec... Le présent extrait est tiré d'un atelier dispensé par Pascal Diard à l'École du Travail Social, l'ETSUP, le 22 décembre dernier, à Paris, auprès de futures éducatrices et éducateurs spécialisés. Il les faisait travailler sur leur capacité d'écriture pour dépasser leurs préjugés et leurs complexes. Par exemple, IA, tout de suite, j'ai pensé à IO. Ou d'idée, ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, chaque mot a deux pôles. Ouais, confiture. Confiture pourquoi ? Bah, je sais pas, parce que peut-être que je vais écrire un texte sur la confiture du futur. J'en sais rien. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ou bien la confiture du changement, j'en sais rien. Je vais voir si le fait d'associer d'un seul coup deux mots qui peuvent paraître complètement éloignés, d'un seul coup, ça fait un rapprochement inédit qui va être déclencheur de mon écriture. En gros, qu'est-ce que je suis en train de construire là avec vous ? Alors, je suis en train de construire là avec vous. Ta remarque me permet de dire ça. Je suis en train de construire avec vous un puits de mots. Si on vise effectivement l'émancipation individuelle et intellectuelle des enfants des classes populaires à Saint-Denis, tels que moi je les ai rencontrés, je pense qu'on commence à mettre en germe, enfin, à planter la graine de changement de rapports sociaux. Enfin, penser ensemble, c'est penser en démocratie, pour devenir citoyen dans le savoir, comme disait Odette Bassis. Moi, mon métier, ça a été ça à un moment donné, à partir de 95. Ça l'était un peu avant, mais voilà, un peu avant... je faisais des cours dialogués, il y avait des gamins qui aimaient bien, puis d'autres que je laissais un peu sur le carreau sans le savoir. Ce que je montre dans les allumettes, c'est qu'à un moment donné, j'avais des pratiques de reproduction qu'à mon insu, j'avais pas pensé. On m'avait pas amené à penser le fait que, y compris faire un cours dialogué, mais de façon verticale, magistrale. On peut faire un cours magistral, mais après que les élèves se soient posés des questions, et non pas leur poser... Enfin, il y a combien de fois je leur ai posé mes questions, et je leur ai pas laissé la place pour se poser leurs propres questions. Et à partir de leurs propres questions qu'ils se posaient, construire un questionnement d'actualité qui, parce que c'est le questionnement de jeunes de 20 ans, vont m'interpeller, moi, prof de 40 ans, c'était plus pareil. À quoi on oppose l'éducation nouvelle comment tu décrirais l'école traditionnelle ?
L'éducation traditionnelle, c'est une éducation qui vise la reproduction des inégalités sociales en inégalités scolaires. Lire, écrire, compter, c'est le minimum pour les enfants des classes populaires. C'est un petit peu la même idée que faut pas apprendre à lire aux esclaves parce qu'ils risquent de se révolter, quoi. C'est-à-dire que c'est une école profondément politique et qui du coup utilise une pédagogie du lire, écrire, compter. Alors lire, écrire, compter, c'est comme ça et pas autrement. Ne pas parler d'erreurs d'orthographe, mais de fautes d'orthographe, c'est-à-dire que c'est ta faute si tu écris pas bien. Le mot faute n'existe pas en mathématiques, on dit pas de faute mathématique, on parle d'erreur mathématique. Mais par contre en français, c'est-à-dire dans le rapport à la langue, on dit à celui qui apprend que c'est de sa faute s'il ne sait pas bien écrire. Non, c'est parce que le prof il a pas su te faire comprendre pourquoi ça s'écrit comme ça et pas autrement. Il t'a dit c'est comme ça et pas autrement. Ne serait-ce que dire c'est comme ça et pas autrement, empêche celui qui est en situation d'apprentissage de devenir autre que ce qu'il est au départ. C'est un peu inextricable parce que le professeur lui-même, il a peut-être pas compris encore comment le mot se construit. Ouais, sauf que le professeur, la plupart des enseignants, ça les fait chier que leurs élèves ne réussissent pas. Parce qu'ils sentent bien que c'est eux qui sont responsables de ça. Oui, ils sont évalués eux-mêmes à l'aune de... Alors en plus, il y a un inspecteur qui vient de leur dire c'est de ta faute. Donc de faute en faute comme ça, avec un qui vient t'évaluer mais que jamais il ne demande à ceux qui l'évaluent de l'évaluer lui-même. À quel moment moi j'évalue mes inspections ? Ah bah si, moi je sais. Par exemple, j'ai eu 7 inspections en 8 ans pour pédagogie singulière, à l'époque où Jean-Michel Blanquer était recteur de Créteil. Et donc il voulait ma peau, clairement. Et à un moment donné, dans la 4e inspection, j'ai dit à l'inspecteur, en fait je refuse l'inspection. Une fois j'ai refusé l'inspection. Ce que je savais pas, c'est que l'inspecteur pouvait convoquer les 2 délégués dans le bureau de l'approviseur, j'étais à l'époque au lycée Sugère à Saint-Denis, pour leur demander qu'est-ce qui se passait. Et c'était une terminale S que j'avais à ce moment-là. Et en sortant de cet entretien, il y a une des déléguées qui me dit « Monsieur, ne vous inquiétez pas, nous on lui a dit que ce qui lui plaisait pas, c'est que vous nous appreniez à penser. » Moi, l'évaluation, elle est là. Les seules évaluations que j'ai véritablement trouvées constructives, c'est-à-dire les seules évaluations qui disaient quelle valeur avait le rapport pédagogique que j'avais essayé de construire, et donc le rapport éducatif que j'avais essayé de construire avec mes élèves, c'était les évaluations de mes élèves. Ah oui, alors l'école traditionnelle, c'est celle qui défend les dons, qui dit qu'il y a des élèves qui sont plutôt doués que d'autres. Au GFN, quand on a mené la bagarre contre les dons, dans les années 70, avec Lucien Sèvres, qui disait les dons n'existent pas, c'était une façon de dire que s'il y a des élèves doués et d'autres pas doués, à quoi sert l'enseignant ? À quoi sert l'éducateur ? Si l'éducabilité du genre humain, elle est déjà fixée dès le départ, c'est un petit peu du créationnisme en matière d'éducation. D'ailleurs, Léon XIII, pape particulièrement réactionnaire, défendait l'idée des dons en disant chacun a sa place et les vaches seront bien gardées. Surtout, ne pas commencer à concevoir que tu puisses éventuellement changer de place sociale ou de catégorie sociale ou de classe sociale et du coup de transformer les rapports sociaux. Non. Donc l'idéologie des dons, elle va dans le sens là. Elle va dans le sens qu'à un moment donné, il y a des enfants, comme me disait le principal du collège Jean Jaurès à Saint-Ouen, se dit on a tout fait pour lui. Je lui dis non, sauf de vous mettre en question. Ça vous avez jamais fait. C'est ça aussi l'école traditionnelle, c'est à travers des éléments idéologiques, comme l'idéologie des dons, il y a des doués, il y a des non-doués, à travers des éléments de pratique pédagogique qui est, en particulier en philo en terminale, seul moi je pense, vous essayez au mieux d'essayer de comprendre ce que je pense, surtout pas de questions. Répondez aux questions que je vous pose, mais vous, moi ce que je trouve révolutionnaire parmi les démarches que le GFN a inventées, c'est le problème sans question. C'est un truc tout simple. Pour donner la place aux élèves pour leurs propres questions, il faut enlever les questions qu'on pose la plupart du temps. Autrement dit, problème sans les questions du maître. Il ne peut pas y avoir de travail de groupe réellement collectif sans le travail au préalable de chaque individu. D'abord, inciter chacune des élèves à essayer de penser par lui-même. Par exemple, l'année dernière, en 3e, j'ai commencé mon cours sur la Troisième Guerre mondiale par un problème sans question, et donc chacun devait écrire qu'est-ce qu'il pensait de la phrase que j'avais écrite au tableau, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est peut-être la 4e guerre mondiale. Point. Alors, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, faites toutes les observations. Alors il y en a certains qui disaient, il n'y a jamais eu la 3e, pourquoi la 4e, enfin... Et puis il y a un élève qui a écrit, mais au fait, qu'est-ce qu'une guerre mondiale ? Si le travail de groupe n'est pas au préalable un travail individuel, c'est que dans le groupe, il y a un individu qui va prendre le pouvoir sur les autres, qui va expliquer aux autres. Et donc expliquer va empêcher aux autres de comprendre parce que ça va les dispenser de chercher. L'idée, c'est qu'il ne peut y avoir de travail de groupe qui fasse collectif que si chaque individu du groupe a commencé à chercher une solution au problème, une question qui fasse questionnement. C'est passer de la motivation de l'enseignant pour ce travail-là à la mobilisation individuelle de chacun, à ce que chacun et chacune trouve en lui-même les mobiles d'apprendre. Et donc pour moi, le travail de groupe, c'est fondamentalement, dans un premier temps, un travail individuel. Qui, après avoir été un travail de groupe, qui fasse collectif, revienne sur le travail individuel, c'est-à-dire sur qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai conquis comme compréhension après toutes ces étapes, comme dit Jean Bernardin, un processus d'objectivation pour le sujet qui est qu'est-ce que j'ai conquis ou qu'est-ce qui me reste encore à conquérir.
Seul le sujet apprend. Mais il n'apprend jamais seul. Il apprend avec et contre les autres. Mais pour apprendre avec les autres, en travail de coopération, contre les autres, pour discuter des idées qu'on trouve contestables, voire insupportables, mais au moins les entendre. Je dis souvent, pour que l'individu se dépasse lui-même, il faut qu'il soit dans un collectif qu'il dépasse. Mais il faut qu'il prenne conscience que le collectif va le dépasser. J'aimerais que, au fait, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire à Clara, un début de qu'est-ce que le participe passé? C'est un temps qui sert à raconter quelque chose. Alors, c'est un temps, mais un temps, ça veut dire quoi un temps? Ah, c'est une façon... C'est donner une couleur à un verbe. Ah, oh, j'adore. Alors, attention. Ce deuxième extrait et le suivant sont tirés du même atelier dispensé à l'EDSUP le 22 décembre dernier. Cette fois, il invitait les étudiantes et les étudiants à questionner l'apprentissage de la grammaire dans la langue française. Qu'est-ce qu'un participe passé? Elle ne te dit pas qu'est-ce qu'un participe passé, mais à quoi ça sert? On va dire ça. À donner une couleur à un verbe. J'adore. Voilà, je rencontre le GFN en 95 lors d'une université d'été à Aubervilliers qui s'intitulait Pratique de savoir en banlieue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui pensent qu'il y a des pratiques de savoir en banlieue? Donc j'ai couru. La première chose, c'est que j'entends tous capables. Je me dis, n'importe quoi. Du coup, je vais à un atelier où je sais que je suis nul, art plastique, où je crois à savoir. Enfin, non, à l'époque, je suis nul en art plastique. Et je vais dans un atelier d'Hélène Cohen-Solal, qui est un atelier sur le regard qu'on porte sur le travail de l'autre, extraordinaire. Et je ressors en me disant, en fait, je suis capable de m'exprimer à travers les arts plastiques, même si je ne maîtrise pas les techniques. À partir de là, j'ai attendu 3 jours pour aller à un atelier d'histoire, parce que là, l'histoire quand même, l'université, Sorbonne, etc., m'a formé en tant que prof d'histoire. Je suis la crème des profs d'histoire. Oh, putain, la vache, la claque. Et là, je me dis, ok, d'accord, j'ai compris. La claque. Je tombe sur l'atelier sur la controverse de Valladolid avec des gens qui discutent, qui débattent, qui s'emparent des documents, qui d'un seul coup, waouh, un truc de ouf, mais j'ai attendu le 3e jour. Qui font les historiens. C'est ça, tout le monde peut être historien, oui. Tout le monde peut comprendre l'histoire. C'est pas réservé aux profs d'histoire. Et du coup, 95, c'est le moment où, juste avant de partir en vacances, Chirac décide de rétablir les essais nucléaires à Mururoa. Je me dis, il faut que je commence mon année. J'achète la revue de l'armée qui justifiait ça, etc. J'arrive en 3e, au collège Henri Barbus, à Saint-Denis, et la première chose que je fais, c'est de les mettre en démarche autour de à quoi sert l'arme nucléaire. Et il y a une élève qui me dit vous m'avez demandé de défendre l'opinion contraire de ce que je pensais, et du coup je m'interroge maintenant. À la rentrée 97, donc 2 ans après, avec une 3e, on fait l'histoire. C'est-à-dire que j'apprends plus seulement l'histoire, on fait l'histoire, puisque les élèves ont, pour finir, demandé à la maire de Saint-Ouen de porter plainte pour écrit négationniste dans un bouquin sur la déportation, pris à la bibliothèque de Saint-Ouen, que j'avais pris pour préparer un cours. Et donc là, on fait l'histoire. Comme je dis souvent, j'ai été prof d'histoire à l'origine. Mais depuis, je suis devenu un citoyen dans le savoir historique avec les autres. Comment faire de l'expérience singulière du rapport éducatif que j'ai avec chaque élève un universel qui fasse collectif pour toute la classe? Alors, le GFN, il est né au lendemain de la conférence de Calais en 1921, qui est une conférence internationale de tout un tas de docteurs, enseignants, psychologues, qui en gros se disent comment faire pour éduquer l'être humain autrement que ce qui a précédé la Première Guerre mondiale. Je suis en train de me dire, mais en même temps, il y a eu l'échec du mouvement ouvrier international à empêcher la guerre, en 14. Ouais. L'assassinat de Jaurès, l'international qui explose. Du coup, on se rabat sur l'éducation quelque part. Mais en même temps, effectivement, comment éduquer tous les enfants d'ouvriers ou tous les enfants de salariés qui, lorsqu'ils vont devenir salariés, vont se dire non, je pars pas à la guerre. Après, le GFN, donc né en 1922, dépose ses statuts en 1929. Henri Wallon est le premier président du GFN, donc un psychologue qui travaille à ce moment-là en débat avec Piaget en Suisse et Vygotsky en Union soviétique, autour de ce qu'on a appelé le socio-constructivisme. Freinet, à un moment donné, quitte le GFN en 1932, je crois bien. Parce que Freinet fait partie du GFN au départ, avant de construire son propre mouvement. Parce qu'il pense que, si j'ai bien compris, le GFN reste encore un peu trop théorique. Il y a des grandes conférences, universités populaires. Wallon fait des conférences devant 300 personnes. Freinet, lui, va s'attaquer à la question pratique, qui va revenir au GFN au lendemain de la guerre. Le GFN, c'est quand même le plan Langevin-Wallon de 1947. C'est-à-dire c'est le seul plan véritablement pensé, formalisé par tous les mouvements issus de la résistance pour rénover de fond en comble l'école de la République, qui n'a jamais été appliquée et pour cause. Mais parce que 47, c'est la guerre froide, les ministres communistes sont virés du gouvernement, etc. Donc le plan Langevin-Wallon, c'est un plan, Langevin et Wallon étaient respectivement présidents du GFN, qui essaye de commencer à concevoir en termes de système éducatif public, de mettre en place les principes de l'éducation nouvelle. Par exemple,
Pourquoi faire redoubler un élève si, au moment du redoublement, on lui refait la même chose qui l'a fait échouer? Donc, pas de redoublement. Ça paraît rien, mais c'est énorme. C'est une des bases de notre projet quand on a pris la 6e jusqu'en 4e sans redoublement, autour du projet Jordanie. Là. Donc, les années 40, voilà, ça se passe. Arrive Robert Glotton. Avant, il y a eu Mial Arey qui a, d'une certaine manière, fondé les sciences de l'éducation. Entre autres, le GFN, c'est aussi ce mouvement qui, à un moment donné, s'implique dans des transformations qui ne sont pas seulement des transformations pédagogiques, mais c'est aussi des transformations politiques parce qu'elles sont institutionnelles. La création des sciences de l'éducation, le fait qu'à un moment donné, le ministère de l'instruction publique devient le ministère de l'éducation nationale, ça aussi, c'est une revendication portée par le GFN. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, sous Hollande, à un moment donné, est voté « Tous les enfants sont capables », c'est le slogan du GFN dans les années 60-70 où c'est pas évident, parce que justement, on se bat contre l'idéologie des dons. Donc le tous capable, c'est nous, si je puis dire. Il y a donc ce travail idéologique du GFN qui, au cours de l'histoire, nous on se pose la question d'aujourd'hui sur quoi il faut qu'on se batte, peut-être sur un projet politique cette fois. Donc on est en train de réfléchir. Comment on peut entrer en véritable collaboration, coopération avec les mouvements politiques qui disent qu'il faut transformer l'école. Sauf que c'est souvent en termes de moyens matériels et pas en termes de processus humain. Arrivent les années 62-71, où Robert Glotton, le président du GFN, inspecteur, décide de faire venir un certain nombre d'éducateurs autour d'un projet qui s'est déroulé dans 3 écoles du 20e arrondissement, l'école Vitruve, Bretonneau, Levaux, et qui consistait à faire réussir les enfants des classes populaires dans une école qui n'est pas faite pour qu'ils réussissent. En 62, en gros, la plupart des élèves qui sortent de ces 3 écoles élémentaires arrivent en collège avec déjà à 4 ans, je ne sais plus à combien de pourcents, 2 ans de retard. En 71, au moment où l'expérimentation s'arrête, 90% des élèves arrivent au collège sans avoir redoublé une seule fois. Voilà, ça c'est déjà la première preuve que ça marche. À ceux qui nous disent que ça ne marche pas pour les enfants des classes populaires, on leur répond ça, et là c'est un peu plus compliqué. Mais ça marche pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, Glotton fait de cette expérimentation une expérimentation d'un collectif d'enseignants. Il y a 3 écoles, pourquoi il y a 3 écoles? Parce qu'à un moment donné, il y a des enseignants de ces 3 écoles-là qui se réunissaient régulièrement et qui réfléchissaient à ce qu'ils avaient fait, pourquoi ça avait fait, qu'est-ce qui avait marché, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était l'engagement dans un autre regard sur l'élève, d'après ce que j'ai compris. Hein. J'ai pas encore lu, je vais profiter de ma retraite pour lire le bouquin qui a été fait sur cette expérimentation, mais ce que j'en retiens, c'est ce qui se dit entre nous, c'est qu'à un moment donné, par exemple, Henri Bassis, quand Robert Glotton le fait venir pour qu'il participe à cette expérimentation, Henri Bassis dit, bah ouais, non mais moi je suis beaucoup occupé par mes activités politiques, il travaillait dans un journal dirigé par Aragon, etc. Et Glotton lui dit, ah bon, si je comprends bien, vous faites la révolution qu'à partir de 18h. Alors ça l'a tellement vexé que du coup il s'est impliqué dedans. Et c'est dans cette période-là, 62-71, que s'inventent plein de pratiques. Puis arrive, dans cette période-là, il y a des enseignants et enseignantes, comme Michel Librati par exemple, qui va travailler beaucoup sur la maternelle. T'as Raymond Guyot, qui après avec sa femme, dont je me souviens plus le prénom, je suis désolé, vont créer l'école de la Villeneuve à Grenoble, travailler avec l'AFL, l'Association française de lecture de Foucambert, autour de recherche-action. Il y a énormément de militants de l'éducation nouvelle qui naissent dans cette période. En plus 62-71, il y a 68 au milieu, enfin c'est une grosse période. Hein. En plus 71, c'est le début de l'expérience socialiste au Chili, donc c'est un truc de ouf cette période-là. Je te coupe, il y a un pont avec une pensée décoloniale ou parce que c'est aussi la période, tu vois, de la décolonisation. Bah, c'est 71-75. Les Bassis, Henri et Odette, sont envoyés par le ministère de l'Éducation nationale, qui ne savent pas qui les envoie évidemment, au Tchad, pour former les formateurs, mais tous les instituteurs du Tchad. L'idée c'était, puisque ça a fonctionné pour les enfants des classes populaires en France, ça doit fonctionner pour tous les peuples. Et surtout les peuples qu'on a considérés comme des enfants à travers le processus de la colonisation. Parce qu'il n'y a pas que le processus d'exploitation dans le processus de colonisation, il y a aussi ce processus d'infantilisation, de domination, qui est vous n'êtes pas encore mûr pour être libre. Comment ça? Non mais t'es qui toi? En plus, tu nous mets en prison et après tu nous dis qu'on n'est pas mûr pour être libre. Et du coup, Henri et Odette vont de 71 à 75 former pratiquement tous les instituteurs du Tchad et qu'ils inventent la démarche d'auto-socio-construction du savoir. En revenant en particulier, mais qu'ils inventent déjà un petit peu là-bas. Le problème c'est en question, enfin, ils inventent plein de trucs. Et ça marche. Quand je dis ça marche, c'est que Odette raconte que fin des années 2000, elle va à un rassemblement où il y a un responsable tchadien qui lui dit, mais vous savez que cette période-là, chez nous, on appelle ça la période de bassisation, du nom des bassis. C'est-à-dire qu'il y a toujours, au Tchad, visiblement, les graines continuent à pousser plus ou moins facilement parce que parmi les instituts qu'ils ont formés en 71-75, il y en a qui ont été tués en tant que syndicalistes par les coups d'État successifs au Tchad, mais il y a eu la confirmation que ce qui s'était expérimenté dans les classes du 20e était valable universellement, quoi, de cette manière. Dans le chemin du retour, Jean Bernardin dit à Henri Bassis, c'est dommage, on va plus pouvoir former les enseignants du Tchad. Et Henri Bassis lui dit, mais on n'était pas là pour former les enseignants, on était là pour former des révolutionnaires. Ce que avait pris conscience le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'ils les font revenir en 75, en disant à Odette et Henri, on ne vous avait pas demandé de leur apprendre à penser. Ce mépris de classe, qui est aussi un mépris colonial, impérialiste,
Et donc, ils reviennent, et là, ils inventent ce qu'on appelle la démarche d'autosocio-construction des savoirs. C'est-à-dire que avec la première démarche sur les fonds sous-marins, ils interrogent un spécialiste des fonds sous-marins. Il y a un gros débat au sein du GFN à l'époque, qui va d'ailleurs diviser considérablement le GFN, plein de gens vont partir à ce moment-là, qui est donc que si on veut que les enseignants transforment leur pratique vis-à-vis des élèves, il faut qu'eux-mêmes, ils aient vécu cette transformation. C'est ce qu'on appelle le principe d'homologie, quelque part. Et donc, pour ça, ils inventent la démarche adulte, c'est-à-dire la démarche de construction de savoir, et en plus, c'est autour de l'idée qu'il ne s'agit pas de réinventer les savoirs, mais il s'agit de comprendre les processus qui ont été à l'œuvre historiquement dans l'invention de ces savoirs, ce qui est tout à fait différent, et qui peut y avoir des démarches qui permettent à ceux qui sont en situation d'apprentissage de comprendre ces processus. Et c'est ça qu'ils appellent la démarche d'autosocio-construction des savoirs. L'enseignant doit se mettre en mouvement de pensée avant de créer les conditions pour que les élèves se mettent en mouvement de pensée eux-mêmes. Autosocio-construction des savoirs, d'abord, construction de savoir, c'est-à-dire que nous on pense que les savoirs se construisent et ne se transmettent pas sous le mode de l'évidence, mais se transmettent par des pratiques non transmissives, permettre à l'autre de d'un seul coup se trouver un mobile pour vouloir apprendre le zéro, etc. etc. Mais autosociaux, seul le sujet apprend, mais il n'apprend jamais seul, avec les autres, et contre les autres quand il n'est pas d'accord. C'est ça le socio. Du coup, moi, je vais même plus loin, parfois, avec mes élèves. C'est-à-dire que, pour moi, il ne s'agissait pas de construire de l'autonomie, il s'agissait de construire de l'autosociodomie. Puisque l'autonomie, c'est faire sa loi soi-même. Non, on la construit ensemble. Mais bien sûr, attendez. Je crois que, on est en train de faire un truc que vous n'avez jamais fait à l'école. Apprendre à comprendre. C'est peut-être ça quel rapport au savoir. Et du coup, moi je suis obligé, si je veux reconstruire derrière la déconstruction que j'ai commencé à initier avec vous, il faut que je sois attentif au chemin de pensée que vous empruntez. Et j'adore, franchement, c'est la première fois que je fais comme ça. Aucun participe pas ça alors dans le texte. Ah, mais si. Dans le texte, il y en a 16. Ouais. J'ai envie de finir un petit peu sur l'histoire du GFN avec Jeanne Dion et Josette Marty, les copines qui sont celles que je rencontre quand j'entre au GFN en 95. Jeanne en particulier, Jeanne Dion a écrit un bouquin avec Marie Serpereau sur le français, qui est ce qu'on appelle, nous, avec un certain humour, le grand livre bleu. On dit qu'il y a un peuple qui a le petit livre rouge, nous on a le grand livre bleu, qui est un bouquin sur faire réussir les élèves en français à l'école et au collège. Et qui présente plein de démarches, mais en même temps théorisées. Et donc Jeanne Dion et Josette Marty, j'en parle parce que d'abord Josette Marty, c'est la première qui m'a fait vivre un atelier d'écriture où je me suis enfin autorisé à me dire je suis capable d'écrire. D'abord on me demande d'afficher mon texte sur le mur, et puis d'un seul coup je l'entends lire mon texte. Et c'est pas mon texte, c'est plus mon texte, c'est celui qu'elle lit et à qui elle donne une autre densité interprétative. Celui qui écrit pour être lu. Il faut savoir qu'à un moment donné, à partir du moment où il va être lu, ça va plus lui appartenir. Et en même temps, le renvoi de cette lecture fait que ton texte, d'un seul coup, tu le découvres multiple. Le deuxième atelier d'écriture qu'elle me fait vivre, Josette, c'est Le mentir vrai d'Aragon. Et là, je suis sorti de la salle pour travailler mon écriture. C'est-à-dire que là, j'ai compris que l'écriture, c'est aussi un travail. Oh, c'est un truc de fou quand j'y pense. Après, tu te sens autorisé à écrire. Et pourquoi je dis Josette Marty et puis Jeanne Dion ? Parce que avec elles deux, je suis fier d'avoir créé une démarche qui est un atelier de lecture sur Mahmoud Darwish, sur l'univers intellectuel de ce poète palestinien qui est un des plus grands poètes du XXe siècle, mort en 2008, plusieurs dizaines de milliers de personnes à son enterrement, donc quand même un peuple qui enterre ses poètes à plusieurs dizaines de milliers. Et avec Jeanne et Josette, je me souviens, dans les Pyrénées-Orientales, on a préparé cette démarche, qui est une démarche magnifique. Enfin, Jeanne Dion, c'était elle qui dirigeait une école à Champigny, l'école du Plateau, qui est devenue maintenant l'école Henri Bassis. Pendant 10 ans, elle a été où il y avait le samedi 20 ateliers, dont 10 animés par les parents. C'était une façon de... Oui, c'est une inversion des représentations de l'enseignant et du... Voilà. Et, y compris certains parents, comme Jacqueline Veil-Desgrois, sont devenus après militantes du GFN, prof d'art plastique. Jacqueline qui a fait une démarche portrait en art plastique qui est extraordinaire. Enfin bon. Et concrètement, le GFN, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qu'est-ce que fait le mouvement, avec qui? Selon les groupes et les secteurs, parce que le GFN est organisé soit en groupes régionaux, Île-de-France, 28, Sartre, autour de Franche-Comté, etc. Et puis des secteurs, secteur art plastique, secteur philo, secteur poésie-écriture, secteur langue. Donc premièrement, le GFN produit énormément de bouquins, une revue, dialogue, intervient dans les formations institutionnelles. Alors je dis institutionnelles, c'est pas seulement éducation nationale. Moi, ça fait 12 ans que j'interviens dans les formations syndicales, autour de éducation émancipatrice et pratiques pédagogiques d'émancipation, mais aussi les institutions
municipales. Par exemple, moi je travaille avec la mairie d'Ivry, dans les maisons de quartier, et puis moi j'interviens pas mal à la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont des institutions où on ramasse les dégâts de l'école, hein, où on a soi-disant des décrocheurs scolaires, alors qu'en fait les enfants n'ont jamais été accrochés par l'école, donc ils peuvent pas être décrocheurs scolaires. Et puis sinon, il y a pas mal aussi de copains qui font des ateliers d'écriture. À Toulouse, il y a les ateliers toulousains qui font des ateliers d'écriture, parfois sur la place publique. Donc moi, à un moment donné, je suis intervenu, j'ai fait le texte recréé, place de la République, au moment de Nuit debout. J'ai été à un moment donné enseigné en prison, enfin 4 heures en prison. Là, en tant que militant de l'éducation nouvelle, là, tu es confronté jusqu'au bout à tes valeurs. Comment rendre un esprit libre de quelqu'un dont le corps est enfermé, quoi. Donc là, tu t'adresses au bout de la chaîne de ce que... Au bout de l'échec social. Bah oui. Ce que la société... tout à fait. En fait. Là, on est dans l'impasse sociale que nous impose le capitalisme aujourd'hui, qui est enfermez-les tous, on sera tranquille. Le GFN, contrairement à d'autres, on n'est pas trop partisan de former des écoles nouvelles. Nous, on fait de l'éducation nouvelle là où les contradictions sont vivaces, sont exacerbées, c'est-à-dire partout. L'idée, c'est pas créer une alternative à l'école qui existe. Non, c'est transformer l'école telle qu'elle est. C'est-à-dire défendre et transformer l'école publique. Alors en même temps, école publique, hein, pas le privé. Hein, ça, les parents payent une deuxième fois, alors pour ceux qui peuvent, tant mieux, en même temps, c'est scandaleux, ils payent une deuxième fois le service d'éducation, qui est un service public d'éducation, avec des élèves qui ne sont pas des clients, mais des usagers du service que je dois leur rendre. Hein, moi, j'entrais dans mes classes à partir d'un certain moment, en particulier j'étais lycée Sugère à Saint-Denis, en disant bonjour, ici il n'y en a qu'un qui a des devoirs et tous les autres ont un droit. Alors, ils me regardaient, oui, moi il n'y a que moi qui ai des devoirs. J'ai le devoir en tant que fonctionnaire de tout faire, l'obligation d'utiliser tous les moyens de ma possession pour faire que vous puissiez exercer votre droit à l'éducation et le transformer en pouvoir d'agir. En fait, ici, il n'y a pas de devoir, vous avez d'abord des droits. Et donc Macron, quand il dit l'inverse, c'est l'essence même de la réaction vis-à-vis de l'éducation. Cette inversion du rapport éducatif est un crime contre l'éducabilité du genre humain. Est-ce que les écoles type Montessori, etc., est-ce que ça rentre dans la cartographie, on va dire, de... Ça peut, j'ai assisté dernièrement à un colloque à l'université de l'Assas autour de cette question-là, de l'éducation nouvelle, et il y a une historienne qui a fait un point sur les écoles Montessori qui n'était pas inintéressant, et qui montrait que c'était beaucoup plus contrasté qu'on ne le pensait, que dans les pratiques, tout le monde ne fait pas du Montessori au sens... elle était médecin, elle n'était pas enseignante, hein, donc, et ça reste, alors là, ça reste une éducation nouvelle individualisante. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on met en parallèle la chronologie des mouvements de l'éducation nouvelle et des autres événements qui se passent aux mêmes époques, il y a une poussée de cette approche, souvent suite aux conflits mondiaux. Tu l'avais dit tout à l'heure, mais en 21, du coup, il y a la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle qui est créée, sur la base de la charte de l'éducation nouvelle rédigée en 1915 par Ferrer. De 45 à 48 sont créées l'école de la Source, l'école du Père Castor, l'école de Crolly, de Saint-Mandé, et la nouvelle école de Boulogne. Et tu as mentionné aussi Vallon. Et du coup, il y a la commission Langevin-Vallon qui prépare un plan de réforme du système éducatif. C'est le contexte de la guerre froide, du coup, le plan il est laissé. En fait, qu'est-ce que ça t'évoque, ce parallèle entre les deux chronologies ? Est-ce qu'il faut qu'on se rende compte du drame humain dans lequel conduit un système éducatif qui ne promeut pas l'émancipation humaine, pour qu'on se rende compte qu'en fait, il y a un problème ? Puis même, moi j'ajoute une autre question, comment expliquer qu'un mouvement qui valorise l'humain et qui a un fondement intrinsèquement démocratique ne constitue pas un mouvement de masse, en fait. Comment ça se fait que ce soit aussi laborieux à s'imposer comme évidence, en fait. C'est toute la difficulté de la transformation des mentalités, quelque part, qui sont des transformations, pas seulement de la mentalité, mais des transformations des pratiques, ce que nous, on apporte. À un moment donné, les valeurs que l'on porte ne valent que par les actes qui les mettent en œuvre. Et c'est tout le problème. D'abord, premièrement, il faut se mettre d'accord sur les valeurs. Or, aujourd'hui, avec l'idéologie dominante, c'est compliqué. Les grands appareils d'influence que sont les médias sont particulièrement des obstacles très sérieux et très costauds à contrecarrer. Et on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Hein. Tous les mouvements politiques ou les mouvements populaires qui ont eu lieu, par exemple, en 2019, en Algérie, au Chili, au Liban, en France, avec les Gilets jaunes, etc. Quel mal ils ont à un moment donné à percoler, à se diffuser au quotidien, du fait de cet obstacle que sont les appareils d'influence. Alors, je ne parle pas seulement des médias, je parle de la pub, je parle de l'idéologie des marques, etc., etc.
etc. Et derrière, les idéologies de don, les idéologies aussi de transhumanisme, les idéologies aujourd'hui du fait qu'on parle d'intelligence artificielle, mais pour moi c'est un non-sens. L'intelligence c'est d'abord humain, enfin, que l'intelligence humaine crée des artefacts pour éventuellement changer ses conditions matérielles, on le dit comme ça, mais l'intelligence artificielle c'est un terme qui est complètement aberrant. Et il y a tout ça qui fait, enfin, on pense que maintenant les robots vont pouvoir penser à notre place. Ça, cette idéologie, elle est mortifère, elle est illusoire, c'est nier, j'ai envie de dire, toute l'histoire humaine. Ça, c'est compliqué de passer en gros du mouvement pédagogique à un mouvement hégémonique. Au terme des idées. Cette question de l'hégémonie, elle est compliquée. Sauf que, précisément, les conditions d'évolution du capitalisme, et ce depuis 1972, depuis le rapport Meadows, quelque part, en particulier de son rapport à la planète, à la fois à la planète Terre et à la planète Homme, ça devient proprement insupportable, en termes anthropologiques tout simplement. On sera un mouvement de masse le jour où nos idées deviendront hégémoniques. Elles deviendront hégémoniques pas seulement parce qu'on veut qu'elles le soient, mais qu'à un moment donné, un certain nombre de valeurs soient reconnues universellement. Des valeurs de dignité, par exemple, dans l'acte éducatif, enfin, des choses comme ça, du respect de l'autre, et donc du respect de soi, de l'égalité des intelligences, comme disait Jacques Rancière quand il étudie Jacques Otto dans Le Maître ignorant, etc., etc. Moi, ce qui me frappe dans le GFN, c'est qu'il y a trois familles idéologiques. La famille pensée Marx, la famille anarchiste, libertaire, et la famille christianisme social, à travers Odette Bassis, qui venait d'un mouvement d'étudiants au moment de la jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, etc., etc. Il y a ces trois familles-là. On a une histoire, nous, l'éducation nouvelle, qui est une histoire à la fois politique, faite de victoires et de défaites. Certaines défaites sont des victoires, certaines victoires sont en fait des défaites. Qui dit victoire dit wow, on arrête de penser, quoi, quelque part. Et ça, pas toujours, je dis pas que c'est toujours, mais du coup, j'ai envie de dire, c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'est peut-être pour ça que c'est au lendemain des grosses défaites, que sont les conflits mondiaux, que sont actuellement l'urgence de préserver la planète, qui font qu'à un moment donné, les gens se bougent intellectuellement et physiquement pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Le problème, c'est que très vite, on va se penser en rupture, alors qu'on est, du coup, on oublie ce qui reste encore du domaine structurel de la continuité, quelque part. Les rapports de domination entre hommes et femmes, par exemple. Et du coup, par exemple, ça, je trouve ça vachement intéressant en ce moment de penser à la fois le dépassement de la lutte des classes, le dépassement de la domination de genre, et le dépassement de la domination racialisée ou raciste, qui est la colonisation et l'impérialisme tel qu'il existe aujourd'hui, la France-Afrique, etc., etc. Toute manifestation, tout processus historique connaît des moments extraordinaires parce qu'ils se sont construits dans l'ordinaire du quotidien. Je dis ça parce qu'à un moment donné, il y avait une phrase de Jean-Yves Branchex qui m'avait fait frapper aussi au GFN, qui était faire de l'ordinaire de la classe un extraordinaire. Faire de l'ordinaire un extraordinaire. Du coup, dans la pédagogie de projet, c'était pas seulement l'objet qu'on visait dans ce projet-là. Par exemple, partir sur un chantier archéologique en Jordanie avec une classe de 4e. C'était tout ce qui s'est passé au quotidien, qui ont fait que tous les élèves qu'on a eu dans cette classe-là, même celui qui nous a abandonnés en milieu de 4e, un gamin qui était impliqué dans les trafics de cam, je pense, dans certains quartiers, qui a dit à un moment donné, je peux pas continuer, parce que... Mais en même temps... je vous remercie d'avoir reçu ma mère comme vous l'avez reçue. Donc, un truc, des paroles d'une force incroyable. Une maman algérienne, c'était la première fois qu'elle était reçue par des profs comme ça. Et je me souviens de Hanan qui disait que son père lui avait dit passe tes années collège, tu viendras m'aider au magasin. À la fin de la 4e, donc le projet se terminait, je me suis battu en tant que prof principal pour qu'elle redouble sa 4e avec 14 de moyenne générale. Et je me suis battu contre les profs en disant mais vous ne pouvez pas lui dire passage en 3e. Elle veut redoubler. Donc là, si on parle d'orientation choisie, on respecte le choix de cette gamine parce que voilà ce qu'elle dit. Elle dit maintenant je sais ce qu'est un projet et maintenant je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au bac, pour aider au mieux mon père au magasin. Et tout était dans le au mieux. C'est-à-dire que d'un seul coup, le projet d'école s'était construit, non pas contre le projet de la famille, mais en complémentarité enrichissante du projet de la famille, avec l'idée de au mieux. Ça se trouve, elle a fait autre chose. Ça se trouve, elle a créé une chaîne de magasins, c'est une grande capitaliste, j'en sais rien. Mais elle avait pleuré quand on n'avait pas pu partir en Jordanie, parce qu'on avait, à 15 jours du départ en Jordanie, on avait tout. Et deuxième intifada, Sharon, sa provocation sur l'esplanade des mosquées, enfin bon, etc. Donc le ministère des Affaires étrangères dit aucune classe en Jordanie. Les Jordaniens disaient mais c'est pas chez nous la guerre. Ouais, mais enfin c'est à 80 km. C'est à 80 km et un char en 1 heure il fait 80 km quoi. Donc ce moment-là pour moi ça a été un moment. Tous les élèves qui ont été dans cette classe jusqu'au bout après ont eu des projets d'école. Et Marcia est devenue même un stit. Enfin bon. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Le diable n'a pas besoin d'avocat. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que tu as déjà dû entendre, j'imagine. Si je te dis
l'école de la Troisième République a permis d'apprendre à lire, à écrire et à instruire des générations d'enfants comme jamais dans l'histoire on l'avait fait. Pourquoi vouloir refonder l'école C'est vrai, oui et non. D'abord parce qu'une bonne partie de la population française s'est alphabétisée au moment de la Révolution, à partir de la Révolution. 1789. Déjà en 1789, un certain nombre de gens savaient lire et écrire. Sur le long terme, la Troisième République, là-dessus, elle dit deux choses. En fait, Jules Ferry dit deux choses. Premièrement, il faut mettre fin à l'ère des révolutions, parce que Jules Ferry a été maire de Paris au moment de la Commune, au début de la Commune. Il a fui la queue entre les jambes et la peur sociale au ventre. Et donc, quand 10 ans après la Commune, l'école laïque, gratuite et obligatoire, d'abord, premièrement, ça s'était déjà un peu expérimenté sous la Commune par les communards, en particulier la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Donc, première chose, il n'a pas fait ça tout seul. Donc, il sait très bien qu'il faut mettre les fils d'ouvriers dans les écoles pour éviter qu'ils apprennent la révolution à l'usine, trop tôt. Ça, il le dit comme ça, plus ou moins. Et puis la deuxième chose, en même temps, il charge Fernand Buisson d'un dictionnaire de la pédagogie où il faut apprendre l'esprit critique. C'est-à-dire que Jules Ferry, c'est pas lire, écrire, compter Blanquer. Le lire, écrire, compter de Blanquer, c'est plutôt Adolphe Thiers, c'est pas Jules Ferry. C'est-à-dire c'est le boucher de la Commune, c'est-à-dire le stratège politique et militaire, et malheureusement très intelligent. C'est lui qui dit lire, écrire, compter. Par contre, Jules Ferry dit non, c'est pas seulement ça. Il faut aussi que l'école de la République soit celle de la construction d'un certain esprit critique. Alors en même temps, c'est la République coloniale. Et Jules Ferry va justifier la République coloniale, mais c'est oui, de cette manière, l'éducation nouvelle, elle a pu prendre sa place dans cette école-là, en jouant justement sur cette contradiction qui est, il faut à la fois dociliser et en même temps rendre les esprits libres. Ah oui, mais si tu rends les esprits libres, comment tu vas les dociliser ? Ça va devenir un problème. Et plus ça va, plus c'est un problème. De même, l'invention de l'enseignement professionnel, ça correspond à la fois à des besoins au niveau des rapports sociaux et économiques du capitalisme d'une classe ouvrière, alors encore plus qualifiée, au moment où ça se développe, d'où pas mal d'ouvriers qui vont devenir profs dans le professionnel, et en même temps, c'est aussi le moment où on va dire, mais le bac pro, c'est un bac comme un autre. C'est-à-dire que c'est un bac qui, d'une certaine manière, dit une certaine qualification des gens qui le passent, à égalité avec ceux qui passent le bac d'enseignement général, qui peuvent après aller en BTS et ainsi de suite. Donc c'est aussi une façon de commencer à casser cette division entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Alors le problème, c'est que plus ça va, d'abord on a interdit la philo à un moment donné aux élèves des bacs pro, pourquoi, en terminale. Alors là tu sens, c'est le moment où, à partir des années 80-90, le capitalisme n'a plus besoin d'une classe ouvrière. Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Pascal Diard pour le temps précieux qu'il nous a accordé et souhaitons beaucoup de courage à lui, aux membres du EGFEN et à l'ensemble des enseignants et éducateurs qui souhaitent de bonne foi voir l'éducation devenir un levier d'épanouissement des individus et de transformation sociale. Nous tenions à ce podcast pour précisément rappeler que les certitudes que nous entretenons sur la question de l'instruction et de l'éducation sont socio-culturellement construites et politiquement biaisées, et que des alternatives sont possibles, y compris des alternatives considérant l'éducabilité du genre humain et la nécessaire émancipation des classes populaires pour se rapprocher de l'idéal démocratique. Nous mettons le lien du site du GFEN dans le corps du texte sur le blog. J'espère que cet épisode vous a intéressé et n'hésitez pas à le partager si tel est le cas. De même que vous pouvez vous abonner au blog ou suivre les publications de l'Allumeur de Réverbère sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nos podcasts sont accessibles quant à eux sur Spotify, YouTube et audioblog Arte Radio. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.